Chaque jour, il y a des milliers de conducteurs qui sont lancés à 120 km/h sur l'autoroute et qui traversent l'équivalent d'un grand stade de foot avec les yeux complètement fermés. Ouais, c'est une réalité mathématique qui est franchement terrifiante quand on y pense. Grave. Et en fait, le plus troublant dans tout ça, Hmm. c'est que ces mêmes conducteurs sont intimement persuadés d'être de bons conducteurs, genre d'être parfaitement concentrés sur la route. C'est fou, hein? Et c'est exactement le point de départ de notre exploration approfondie aujourd'hui. Tout à fait. On plonge au cœur du chapitre 4 du livre Har Har se Exainik, écrit par Sayed Abdul Hakim, un chapitre qui s'intitule Ce n'est pas juste la route, ce que nous y apportons. Un texte qui, franchement, nous oblige à regarder une vérité assez inconfortable bien en face. La sécurité routière, c'est pas juste une question de panneaux de signalisation ou de frein ABS. Ouais, la mécanique ou les règles, c'est la partie facile en fait. Exactement. Il y a un véritable abîme entre ce que l'on sait de la sécurité, consciemment, et ce que notre cerveau décide de faire une fois qu'on est au volant. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi l'immense majorité des accidents n'impliquent pas des fous du volant, tu sais. Ah ouais, c'est pas les pilotes de course amateurs le problème. Non, pas du tout. Ce sont des personnes ordinaires, des gens qui se considèrent comme extrêmement prudents, mais qui prennent des risques mortels sans même s'en rendre compte. Ok, on décortique tout ça. Parce que la prémisse d'Abdul Hakim, elle détruit d'entrée de jeu un mythe dans lequel on baigne en permanence, le fameux mythe du conducteur expert. Oui, on a souvent ce réflexe de penser que le danger vient d'un manque d'information, genre les gens ne sauraient pas comment conduire. Non, c'est une très mauvaise idée. L'information, elle est là, elle est bien stockée dans le cerveau. Elle est stockée, ouais. Mais sur le terrain, dans la pratique, le corps agit d'une toute autre manière. Et l'explication, en fait, elle se trouve dans la façon dont notre cerveau gère son énergie. C'est une histoire d'économie d'énergie, c'est ça? Tout à fait. Quand on apprend à conduire, au tout début, chaque action mobilise notre cortex préfrontal. C'est la zone du cerveau qui est responsable de la prise de décision consciente, de l'analyse complexe, de la tension soutenue. Ouais, on s'en souvient tous, les premières heures d'auto-école, on est en hyper-vigilance totale. Le moindre piéton à 50 mètres, le moindre bruit de moteur, tout mobilise notre attention. Sauf que le cortex préfrontal, il consomme énormément d'énergie. Il brûle beaucoup de glucose. Et le cerveau déteste ça. Il est programmé pour optimiser. Il est un peu feignant sur les bords, quoi. On peut dire ça. Du coup, au fil des années, il transfère toutes ses compétences complexes vers une région beaucoup plus primitive et économe, qui s'appelle les ganglions de la base. Ah, les ganglions de la base. C'est le centre des habitudes, non? Le fameux mode autopilote dont on parle souvent. Exactement. C'est ce qui explique pourquoi, et ça nous est tous arrivé, on peut faire un trajet de 30 minutes pour aller au bureau, on se gare, et là on n'a absolument aucun souvenir conscient des 10 derniers kilomètres. Ah, mais grave, c'est un pur blackout cognitif. Et pourtant, on vient de manœuvrer une machine de 2 tonnes au milieu du trafic parisien ou ailleurs. C'est dingue quand on y pense. Mécanique indéniable, oui, mais ça fige aussi des dizaines de mauvaises habitudes qui ne sont plus jamais remises en question. Mais attends, je veux bien jouer l'avocat du diable une seconde là-dessus. L'expérience, la mémoire musculaire, c'est pas censé être justement notre filet de sécurité? Comment ça? Prenons une analogie de tous les jours. C'est comme faire la même recette de cuisine pendant 20 ans. Au bout d'un moment, t'arrêtes de regarder les mesures, tu le fais à l'instinct et c'est parfait. Si un danger surgit sur la route, un conducteur qui a 20 ans d'expérience aura un réflexe de freinage vachement plus vif, ancré dans ses muscles, par rapport à un débutant. Donc l'expérience reste un atout majeur, non? Ce qui est fascinant ici, c'est que la mémoire musculaire permet d'exécuter l'action mécanique de freiner plus rapidement, oui. Ça c'est vrai. Mais le freinage n'est que la toute dernière étape d'une chaîne de survie. Ok, je vois où tu veux en venir. Avant de freiner, il faut avoir perçu le danger. Et c'est précisément là que le mode autopilote échoue de manière dramatique. Une compétence mécanique exceptionnelle ne sert absolument à rien si le cerveau a cessé d'analyser l'environnement. Donc, la compétence technique et la négligence totale cohabitent en même temps. C'est ça. Et le pire, c'est le piège de la survie. Le cerveau confond un historique sans accident avec une preuve absolue de maîtrise. Si tu consultes ton téléphone 2 secondes tous les jours pendant 5 ans sur la route, et que tu ne fais pas d'accident, Le cerveau n'enregistre pas ça comme un comportement mortel évité de justesse, il le catalogue comme une méthode hyper valide et sécurisée. exactement. L'absence de punition immédiate, le fait de ne pas mourir, valide la mauvaise habitude. C'est un vrai blind spot cognitif en fait. Le comportement super dangereux devient carrément le nouveau standard. Et d'ailleurs, l'auteur illustre cette confiance aveugle à travers un phénomène très spécifique qui est l'illusion de la route familière. Oui, cette fameuse tendance à baisser la garde dès qu'on arrive dans son propre quartier. C'est ça. On a tous ressenti ça. On arrive à 2 rues de chez soi et pouf, le cerveau se met en veille.
En fait, notre cerveau fonctionne un peu comme un navigateur web qui puise dans son cache pour charger une page plus vite. Sur une route familière, l'esprit cesse de traiter les informations visuelles en temps réel. Ah ouais, il superpose une image mentale qui est déjà stockée sur la réalité physique. C'est le terme. L'auteur donne un exemple frappant. Imagine un conducteur qui sait parfaitement qu'un gros nid de poule se trouve à un endroit précis de sa rue depuis des mois. Ouais, classique. Arrivé à ce niveau, son corps exécute un écart brusque, un coup de volant, par pure habitude. Et ce, sans même qu'un seul regard ne soit jeté dans le rétroviseur ou l'angle mort. Le conducteur a l'impression d'être un as du volant, de faire preuve d'une anticipation experte. L'ironie est totale, parce qu'en pensant éviter un bête petit obstacle connu, il crée potentiellement un danger de mort pour le véhicule ou le vélo qui le suit et qui, lui, ne connaît pas du tout les particularités de cette route. Exactement. L'expert local devient soudainement le danger principal pour tout le monde. C'est ouf. Ça me rappelle franchement le fait de marcher dans le noir dans sa propre maison. Tu connais le layout du salon par cœur, donc tu marches super vite dans la pénombre, en pleine confiance. Et tout se passe bien, jusqu'au jour où quelqu'un a déplacé une chaise ou un meuble de quelques centimètres. Voilà. Et ouf. Sauf que dans ton salon, quand tu heurtes un meuble, tu te casses un orteil et tu cries un bon coup. À 80 km/h sur une route de campagne, la petite erreur de calcul de la chaise déplacée, elle ne pardonne pas du tout. Non, les conséquences sont fatales. Et cette économie d'énergie cognitive dont on parle, elle nous amène directement à une autre faille décortiquée dans ce chapitre 4, le mensonge des 2 secondes. Ah, le mensonge des 2 secondes. Le scénario est universel. T'es au volant, ton téléphone vibre sur le siège passager. Et avant même que ton cortex préfrontal n'ait pu évaluer rationnellement si la situation sur la route permet de détourner le regard, ta main s'est déjà tendue. L'action précède la pensée. La main bouge avant le jugement. Et la justification interne, elle suit immédiatement derrière, genre « Oh, la route est droite, y a personne, c'est l'affaire de 2 secondes, je gère ». Le fameux sentiment de safe space dans l'habitacle de sa propre voiture. On se sent invincible dans sa bulle. Sauf que, comme on le disait au début, les mathématiques ne mentent jamais. À seulement 60 km/h, 2 petites secondes d'inattention, c'est 33 mètres parcourus. 33 mètres sans la moindre information visuelle. C'est la longueur d'un terrain de basket franchi par un missile de métal totalement aveugle. C'est effrayant quand on visualise les choses comme ça. Et là-dessus, Abdolhakim soulève un point qui risque de froisser pas mal de convictions. Il affirme que même le mode main libre est dangereux. Attends, ouais, là il faut vraiment qu'on s'arrête. Parce que le Bluetooth, le main libre, c'est censé être la solution miracle de la tech automobile, c'est 100% légal, c'est conçu pour garder les 2 mains sur le volant et les yeux sur la route. Comment ça peut être un problème ? Eh bien, tout se joue au niveau de la charge cognitive. Garder les yeux orientés physiquement vers le pare-brise, ça ne garantit absolument pas que le cerveau traite l'image qu'il reçoit. Ah, je vois. Les yeux regardent, mais le cerveau ne voit pas. C'est ça. Quand tu es engagé dans une conversation téléphonique, surtout si c'est un appel pro complexe ou une dispute émotionnelle, le cerveau déplace massivement ses ressources. Il les retire du traitement du cortex visuel pour les allouer au traitement du langage. C'est ce fameux concept de cécité d'inattention, non ? Tout à fait. Tu regardes le feu rouge, tes yeux le fixent, mais l'information ne remonte pas à ta conscience. L'esprit humain préfère de loin s'approcher à la certitude réconfortante de la voix de ton ami dans les haut-parleurs plutôt que d'analyser l'environnement hyper chaotique et imprévisible de la circulation. C'est fou. Le corps physique est bien là, attaché derrière le volant, mais le conducteur, mentalement, il est déjà dans la salle de réunion avec son boss ou dans son salon en train de parler à sa mère. C'est un décrochage total. Et ce décrochage cognitif, il contamine même nos décisions les plus conscientes. Le chapitre aborde d'ailleurs la logique très humaine du « juste pour cette fois ». Ah, le juste pour cette fois. C'est l'exception qu'on s'autorise en toute connaissance de cause, genre en mode rébellion mesurée. L'exemple typique du livre, c'est de refuser de mettre son casque de moto juste pour faire 500 mètres pour aller chercher du pain à la boulangerie du coin. Exactement. Le trajet est super court, il fait beau, on a la flemme et on se dit que les lois de la probabilité sont forcément de notre côté pour une si petite distance. Et le danger de cette petite rationalisation, de ce petit mensonge qu'on se fait, c'est ce qui se passe quand le trajet se déroule bien. Parce que 99% du temps, on arrive à la boulangerie sain et sauf. C'est là le piège. Le cerveau, par le biais du circuit de la récompense, il enregistre une victoire éclatante. Il se dit, eh bien, j'ai pris un raccourci avec la sécurité, j'ai gagné en confort en sentant le vent dans mes cheveux, et je n'en suis pas mort. Et bim, l'exception ponctuelle se métamorphose insidieusement en comportement par défaut.
Au final, la prudence, le port du casque, de la ceinture, ça devient un concept qu'on réserve uniquement aux grands trajets sur l'autoroute. On développe cette illusion magique que la physique cinétique est suspendue quand on roule à moins d'1 kilomètre de chez soi. Oui, comme si l'asphalte du quartier était plus mou que celui de l'autoroute. C'est clair. Tu sais, c'est le principe du bouton snooze du réveil matin, mais appliqué à notre propre survie. Comment ça, le bouton snooze? Bah tu te dis, allez, je repousse l'alarme juste aujourd'hui, parce que j'ai super mal dormi. Mais en faisant ça une fois, tu viens de réécrire la règle de base dans ton cerveau. Le lendemain matin, il est 10 fois plus facile de le refaire. La déviance d'hier devient la nouvelle routine d'aujourd'hui. C'est une excellente analogie. Et c'est là que ça nous amène à un concept encore plus tordu abordé par Hakim, le paradoxe de la vitesse. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi on agit de manière si rationnelle avec la vitesse? C'est une contradiction fascinante du comportement humain. Mettons en scène un conducteur coincé à un gros carrefour ou dans un embouteillage. Il freine, il gère son espace avec les autres. Sa maîtrise du véhicule est totale. Son temps de réaction est super adéquat. La capacité de contrôle et la compétence technique sont bien là, présentes, à 100%. Exactement. Mais... Et c'est là qu'est le paradoxe. Dès que l'horizon se dégage un minimum, c'est l'accélération violente, bien au-delà des limites légales. Le contraste est dingue. D'un coup, on est prêt à complètement compromettre les distances de sécurité, on se colle au pare-choc de la voiture de devant, juste parce qu'elle ose rouler à la limitation exacte, on s'énerve, on fait des dépassements risqués. Et tout ce stress généré, cette agressivité déployée sur la route, pourquoi au final? Pour gagner 2 malheureuses minutes sur un trajet de 45 minutes. Franchement, mathématiquement, le rapport entre le risque mortel encouru et le bénéfice de temps gagné est totalement absurde. Je veux dire, on est programmé pour être de si mauvais évaluateurs de risque. Si nous relions cela à une vision plus globale, oui, nous sommes victimes d'une perception totalement faussée du transfert de risque. Le cerveau humain évalue très mal les probabilités lorsqu'il a l'illusion d'être aux commandes. Le conducteur qui accélère, il fait un calcul hyper égocentrique, dans sa bulle en fait. Il juge que son emploi du temps immédiat, genre sa réunion de 9 heures, a beaucoup plus de valeur que le petit pourcentage de risque qu'il pense prendre. Mais la physique s'en moque éperdument de nos calculs mentaux ou de notre agenda. Le transfert d'énergie cinétique lors d'un impact contre un mur ne prend pas en compte le fait que tu étais en retard pour un rendez-vous important. Et surtout, et c'est ça le point crucial, cette prise de risque, elle ne concerne pas que le conducteur fautif. En fait, il impose une vraie roulette russe à des dizaines d'inconnus autour de lui sur la route. Des familles, des piétons, des gens qui n'ont jamais, au grand jamais, consenti à participer à son petit pari contre la montre. C'est un énorme reality check que l'auteur nous donne. En voulant gagner nos 2 petites minutes, on force littéralement les autres usagers à absorber notre propre déficit de sécurité. C'est une sacrée remise en perspective. Mais bon, au-delà de ces dynamiques psychologiques, le chapitre 4 explore aussi une dimension où notre bonne volonté n'a plus aucun pouvoir. La biologie pure et dure. Je pense notamment à cette habitude ultra répandue des départs en vacances en pleine nuit, genre prendre la route à 4 heures du matin. Oui, c'est un phénomène extrêmement commun, et c'est souvent motivé par des raisons logistiques qui, sur le papier, semblent pleines de bon sens. Ouais, éviter la chaleur de la journée, contourner les embouteillages des péages, permettre aux infos de dormir à l'arrière. Le tableau semble parfait, la route est toute à nous, elle est déserte. Le problème, c'est que faire ça, c'est ignorer totalement le fonctionnement implacable du rythme circadien humain. Entre 4 heures et 6 heures du matin, notre température corporelle baisse naturellement et le cerveau sécrète des hormones qui forcent le corps au repos. Et à ce moment super précis de la nuit, la volonté de faire, la détermination du papa ou de la maman au volant, ou même les 3 litres de caféine, ça ne peut plus rien contre les impératifs biologiques. La biologie gagne toujours. Et c'est là qu'interviennent les fameux micro-sommeils. On a tous en tête cette image un peu cliché du conducteur qui s'endort sur le volant de manière super évidente, dont la tête tombe d'un coup. Ouais, le menton sur la poitrine. Mais la réalité médicale est bien plus sournoise que ça. Le micro-sommeil, ce n'est pas fermer les yeux lentement. C'est une déconnexion neurologique abrupte qui dure entre 1 et 4 secondes. Genre un court-circuit. Totalement. Les yeux peuvent même rester grands ouverts, fixant la route. Mais le cerveau ne frette plus aucune image. Zéro. Rien du tout. Et nous revoilà au point de départ. C'est le retour du stade de football traversé à l'aveugle à 130 km/h, mais cette fois-ci, c'est pas causé par un texto, c'est causé par notre propre métabolisme fatigué. Exactement. Mais là, y a un vrai débat à avoir avec la modernité. Aujourd'hui, franchement, on conduit des espèces d'ordinateurs sur roues. L'assistance au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif qui gère les distances. Est-ce que toutes ces technologies-là ne sont pas justement conçues pour pallier ces faiblesses purement humaines ?
C'est censé nous sauver, non? C'est là l'une des conclusions les plus contre-intuitives, mais aussi les plus brillantes de l'analyse d'Abdul Hakim. Ces aides à la conduite, lorsqu'elles sont mal comprises par le conducteur, agissent en réalité comme des amplificateurs de danger au cœur de la nuit. Attends, la technologie aggrave le risque de s'endormir? Oui, parce que le mécanisme qui aide le plus un conducteur fatigué à rester éveillé, c'est la boucle de rétroaction physique avec la machine, le feedback loop. Le simple fait de devoir contracter les muscles des bras pour corriger légèrement la trajectoire avec le vent, d'ajuster finement la pression de la cheville sur la pédale d'accélérateur, Tout ce petit travail musculaire invisible en somme. exactement. Ce flux constant d'actions motrices et de corrections signale en permanence au cerveau qu'il est en train de faire une tâche critique et qu'il doit rester en état d'alerte maximale. Ah, je comprends. Donc le problème, c'est qu'en automatisant la conduite, on coupe net cette communication physique entre le corps et l'environnement extérieur. Le conducteur se transforme en un simple passager assis derrière un volant. C'est exactement le terme, un passager. Sans cette sollicitation musculaire continue, le cerveau n'a plus aucune raison valable de lutter contre l'appel puissant du rythme circadien de 4 heures du matin. La technologie, qui était censée nous servir de bouclier, agit finalement comme une douce berceuse. Ça fait froid dans le dos. C'est une délégation de responsabilité fatale, en fait. Le système nerveux se détache complètement de la réalité de la route. Et j'imagine que le vrai drame survient quand la machine atteint ses limites. C'est là que le piège se referme. Le radar de la voiture fait soudain face à une situation inédite, un objet bizarre sur la voie ou juste un marquage au sol effacé par des travaux. La machine, incapable de traiter ça, se désengage instantanément. Et elle fait ça avec juste un simple bip sonore. Un simple bip, rendant d'un coup les commandes manuelles à un humain qui est plongé dans un brouillard cognitif profond et qui a besoin d'au moins 2 à 3 longues secondes pour comprendre où il est, ce qu'il se passe et ce qu'il doit faire. Et à 130 km/h sur l'autoroute, ces 3 secondes de brouillard, ce sont précisément celles qui séparent la vie de la mort. On place une confiance aveugle dans un système binaire qui, au fond, n'a aucune conscience de ce qu'est la mort. C'est un terrible constat. Et ça nous amène au paradoxe le plus troublant de tout ce chapitre 4. Celui qui remet vraiment, mais alors vraiment en cause, notre notion même de rationalité humaine. Le paradoxe du témoin. Ah oui. Ça, c'est la démonstration flagrante de la scission totale entre nos émotions et nos actes réels. Franchement, tout le monde a déjà vécu cette scène. Oui, on a tous été ce témoin un jour. On roule sur l'autoroute de manière un peu pressée, un gros ralentissement se forme devant nous. Et on passe au ralenti à 10 km/h à côté d'un accident terrifiant. On voit les gyrophares des pompiers, l'ambulance, la carrosserie des voitures complètement broyées, parfois des bâches. Une scène choc. Totalement. Logiquement, un tel choc de réalité, une violence pareille sous nos yeux, ça devrait provoquer une réécriture complète de notre comportement au volant. La peur pure devrait nous transformer instantanément en conducteurs parfaits et hyper prudents pour toujours. On s'attendrait à ce que, les semaines suivantes, la simple idée de frôler son téléphone au volant provoque des sueurs froides, tu vois. C'est ce que la logique voudrait, oui. Et pourtant, 10 minutes après avoir dépassé la scène de l'accident, pouf, on retrouve sa vitesse de croisière à 135 km/h. Et le pire, c'est que le lendemain matin, sur le chemin du boulot, le téléphone est de nouveau dans la main. Comment est-ce que c'est biologiquement possible d'être aussi imperméable au danger qu'on vient de voir de nos propres yeux ? parce que notre architecture cérébrale traite ces différentes informations dans des compartiments totalement étanches. L'empathie, le choc viscéral et l'horreur ressentie en voyant la tôle froissée et les blessés activent le système limbique, notamment l'amygdale, et c'est intellectualisé par le cortex préfrontal. Donc on ressent une peur très réelle sur le moment. Oui, une peur authentique. Mais c'est une réaction émotionnelle ponctuelle face à un événement extérieur. Or, comme nous l'avons longuement décortiqué au début, la mécanique même de notre conduite au quotidien est gérée par les ganglions de la base, le centre des routines subconscientes. L'un ne parle absolument pas à l'autre, en fait. Le cerveau conscient observe la tragédie par la fenêtre. Il se dit, effrayé, « Mon Dieu, c'est terrible, ces pauvres gens ont eu un accident grave. » Mais il compartimente l'événement comme quelque chose qui arrive uniquement aux autres. C'est exactement ça. Et le lendemain, quand ta main saisit les clés de voiture et tourne le contact, c'est le logiciel silencieux des habitudes qui se lance en arrière-plan. La peur intense ressentie la veille n'a jamais été encodée dans la mémoire musculaire de la conduite. C'est pour ça qu'on a l'impression d'être deux personnes différentes.
Et c'est pour cette raison qu'une véritable transformation de la sécurité routière ne peut pas reposer uniquement sur la peur des accidents ou sur la contrainte externe. L'obéissance motivée par la simple crainte d'une amende, de la police ou du flash d'un radar relève d'une démarche de simple conformité. C'est super superficiel. La peur s'évapore à la seconde où l'agent de police n'est plus dans le rétroviseur ou que l'application Waze nous dit que la route est claire. Alors c'est quoi la solution selon l'auteur? L'auteur suggère qu'un changement permanent, un vrai, nécessite un bouleversement complet de l'identité personnelle. Il s'agit de passer du statut de simple usager de la route qui essaie de ne pas se faire attraper par les flics à une identité profondément assumée de protecteur de la vie. Ah, c'est puissant ça. C'est un vrai mindset shift, un changement de paradigme radical. Refuser de toucher son écran tactile ou de dépasser la ligne blanche ne doit plus être perçu comme une bête contrainte légale ennuyeuse, mais plutôt comme une valeur éthique fondamentale qu'on refuse de compromettre, peu importe l'urgence. Voilà. Ce qui nécessite, il faut bien l'avouer, un effort conscient phénoménal au début, puisqu'il faut lutter chaque minute contre la pente naturelle de notre propre cerveau qui ne cherche qu'une seule chose, tout automatiser pour se reposer. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final pour ceux qui nous écoutent? Si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle dressé dans le chapitre 4 par Sayed Abdul Hakim, la réalité, c'est qu'on navigue tous les jours au milieu d'engins meurtriers de plusieurs tonnes en s'appuyant aveuglément sur des routines inconscientes qu'on a déguisées en expérience. C'est un bon résumé. On valide nos mauvaises décisions sous prétexte qu'on a eu l'immense chance de survivre jusqu'à aujourd'hui sans égratignure. On délègue notre vigilance vitale à des algorithmes qui endorment nos sens. Et surtout, on rationalise le fait de mettre la vie d'autrui en danger, juste pour préserver 2 minutes de notre précieux temps personnel. C'est une arithmétique de la vie qu'il faut constamment se rappeler, tu sais. Une journée est composée de 86 400 secondes pour tout le monde. Mais derrière un volant, le poids et la gravité de chaque seconde se multiplient par la masse et la vitesse de notre véhicule. C'est vertigineux. Le béton, le métal et l'asphalte n'ont absolument aucune capacité de négociation avec nous. La route est totalement indifférente à nos petites urgences professionnelles, indifférente à nos 20 années d'expérience sans accident et sourde à toutes nos justifications internes. Elle ne répond qu'à une seule autorité suprême, celle des lois de la physique. Et ces sanctions, quand on s'y heurte, sont sans appel. Waouh! C'est une mise en perspective brutale, ouais. Mais tellement nécessaire pour casser cette espèce d'illusion de sécurité absolue dans laquelle nos propres cerveaux aiment nous bercer pendant les trajets. Cette exploration d'aujourd'hui force vraiment une vraie remise en question de notre sentiment de contrôle. C'est le but recherché par l'auteur, je pense. Et pour prolonger cette réflexion de manière hyper concrète, on a une question pour vous. Une dynamique très intéressante à observer par soi-même. Puisqu'il est maintenant clair comme de l'eau de roche qu'une immense majorité de nos actions au volant ne sont que des mémoires musculaires exécutées dans notre dos par notre propre biologie, la question se pose. Quelle est la micro-action spécifique que vos propres mains réalisent chaque jour au volant sans la moindre once de conscience ? C'est un excellent exercice d'introspection. Demain matin, au moment précis où votre ceinture de sécurité s'enclenche avec ce petit clic familier et où le moteur démarre, l'exercice ultime serait d'essayer de surprendre votre propre cerveau en flagrant délit d'automatisation. D'attraper par le col ce moment ultra précis où le cortex préfrontal passe le relais aux habitudes et de refuser, juste pour ce trajet-là, de se laisser passer en autopilote. On se donne rendez-vous pour une prochaine exploration au cœur des idées qui changent notre perception du quotidien. D'ici là, restez curieux et surtout, restez pleinement présent sur la route.